tous, je suis ravie de vous retrouver ici en centre Val-de-Loire. Il y a une région naturelle et forestière absolument magnifique qui est l'endroit idéal pour s'offrir une petite pause bucolique. Il s'agit de la Sologne. C'est une région qui ne manque pas de charme, avec ses centaines de châteaux et de manoirs, ses milliers d'étangs, cette forêt et cette nature préservée, nous n'allons pas nous ennuyer. Je suis très heureuse de vous accompagner pour de nouvelles échappées belles solognottes. Allez, en route! Entre forêt et bord de Loire, le castor, il a besoin de la rivière pour vivre. Il a besoin de la rivière pour faire sa hutte, ses barrages. en Sologne, on voit la vie en vert. C'est vraiment un petit paradis pour les oiseaux parce qu'on a en moyenne 140 espèces nicheuses en Sologne, donc ils sont vraiment là pour se reproduire ici. Et on a le sens du partage. Moi, mon souhait, c'est que la Sologne soit découverte à pied, à cheval, à vélo par tous ces amoureux de la nature qui ont très peu de place pour se balader en ville. Au moins, là, on respire l'air pur. Sophie Jovillard a bien l'intention d'en profiter pleinement. Viens, on joue à la bagarre. Il faut que je te fasse un aveu. Le Chavignol, c'est un de mes fromages préférés. Donc petit leurre, petite taille, on va essayer de chercher des perches ou des petits brochets. On essaye vraiment au maximum de mettre en avant les produits locaux. Ah oui, c'est parfait. 1, 2, 3. Une région étonnante et généreuse. La Sologne est connue pour avoir des grandes lignes droites, mais il y a aussi des petites routes. C'est une des plus belles régions françaises. Une échappée belle en France, au cœur de la Sologne. On fait la brocante, mais c'est surtout pour vivre un moment pareil. C'est unique quand même. Nils, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue au château de Chambord. Je suis très heureuse, finalement, comme tous les visiteurs qui viennent ici, d'admirer ce joyau de la Renaissance. Je ne suis pas la seule à visiter Chambord. Il y a combien de visiteurs par an ici? Je crois qu'il y en a 1 million à peu près, tous les ans. Et c'est vraiment le moment de visiter Chambord qui fête un anniversaire. Oui, les 500 ans de la Renaissance, mais aussi de la mort de Léonard de Vinci, qui est impliqué quelque part dans ce château. Oui, parce qu'il aurait peut-être influencé les plans du château de Chambord. Léonard de Vinci qui est décédé pas très loin d'ici, à Amboise. Le fameux escalier à double révolution, donc un double escalier hélicoïdal, où si normalement on rentre chacun d'un côté, on se retrouve qu'en haut et jamais au milieu. On va jamais se croiser? Non. On essaye. On y va. Tu passes par ici, je passe là, et on se retrouve là-haut. T'es où, Nils? Je suis là. On se retrouve au-dessus? Ok. Je suis là. Sophie? Ah. Sophie? T'es où, là? Ah, mais t'es juste au-dessus. Je suis juste au-dessus. Ah, te voilà, Nils. Et on se retrouve enfin, tu vois. Ah, il est incroyable, cet escalier. Alors tu sais, moi, il y a une théorie que j'aime bien. Je sais pas si tu as remarqué, mais on s'est refait un geste constamment, presque à tous les niveaux, quand on se croisait. Oui, on montre le haut de l'escalier. Exactement. Ouais. Et regarde la dernière œuvre de Léonard de Vinci, de Saint-Jean-Baptiste. C'est rigolo, non? Alors, tu crois qu'il faisait un clin d'œil, en fait, à ça? Il y a quelque part l'élévation spirituelle, évidemment, mais aussi on se retrouve à l'étage du dessus. Moi, j'aime bien, elle me plaît cette théorie. Je l'aime beaucoup aussi. Moi, je te pointe du doigt les ruches qui sont juste là-bas, à peu près au niveau de la fin de cette allée là-bas. Ce sont des abeilles noires locales qu'on essaie de préserver dans ce rucher de conservation. Bon, on retraverse Chambord avant de les retrouver. Pour rejoindre tes abeilles, on a quand même une chance rare de pouvoir traverser le parc de Chambord comme ça. On est des privilégiés là. Alors pour moi, la Sologne, c'est beau, c'est vert, c'est plat.
C'est très C'est plat. un bon ouais. résumé? Faut s'imaginer la Sologne il y a encore pas très longtemps, pâturée par beaucoup de moutons, donc la perspective était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les arbres ont pris le dessus, mais c'est pas plus mal pour nos petites abeilles parce que tu vois, elles arrivent à aller se nourrir à droite à gauche. Là, il y a de l'aubépine en fleurs, elles adorent ça. Ah, voilà ton rucher. Exactement. Alors historiquement, c'était quoi ici, là, avant d'être un rucher? Ah bah c'était le domaine de chasse privilégié des rois de France. D'accord. Alors celles qui chassent maintenant, ce sont elles, hein? Bah c'est un petit peu elles maintenant, Ouais. les reines du parc de Chambord, ouais. Bon, nous voilà équipés, on peut marcher sur la planète abeille, hein. Absolument. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans celle-ci. Là, tu vois le nectar qu'elles viennent juste de rentrer il n'y a pas très longtemps. Du miel tout frais et du pollen à côté qui va leur servir pour alimenter les jeunes abeilles qui vont pas tarder à naître. Alors c'est du miel que tu ne vas pas récolter, toi? On ne récolte pas du tout le miel. Ces ruches sont là juste pour la conservation de cette race. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir identifier des familles d'abeilles noires locales et de les faire se reproduire. Aujourd'hui, on est dans une configuration où malheureusement, les abeilles meurent dramatiquement. Il y a eu beaucoup de mélanges génétiques et on pense que cette race rustique peut survivre dans cet écotype local de la Sologne. C'est ça qui me passionne. Tu le verras un petit peu aussi avec la race solognote de moutons. Ah oui, que Parce tu vas je me suis montrer aussi, ouais. Berger des abeilles, mais berger des moutons aussi. Voilà, c'est de faire perdurer ces races anciennes qui sont adaptées à notre territoire solognon. Merci pour votre accueil, hein, les petites abeilles. Ouais, on va leur dire au revoir et puis on va aller voir celle qui est chez moi. Mais avant, pendant qu'on est à Chambord, j'ai une petite surprise pour toi. On va peut-être en profiter pour faire quelque chose d'un petit peu spécial. Oh bah écoute, avec plaisir. Et voilà, Sophie, c'est ta surprise. Oh là là, on va faire un vol en montgolfière. Exactement. Je crois que tu vas nous permettre de vivre là un vol absolument exceptionnel, hein. On va tout faire pour le rendre exceptionnel. Donc tu vois, Sophie, de ce côté-là, on aperçoit la Loire. Ouais. Et de ce côté-là, le château de Chambord. On est vraiment entre les deux, là. Quand on survole ce parc de Chambord, hein, on prend la mesure de ce lieu, c'est exceptionnel de voir ça, hein. Il faut s'imaginer que Chambord, le parc, ça fait à peu près la superficie de Paris intramuros. Donc c'est vraiment gigantesque, ouais. Sauf qu'il y a un petit peu moins de bâtiments ici. C'est ça. Et puis le calme plat, on n'entend absolument rien. C'est ça la magie de la montgolfière. Ouais, c'est un petit peu la seule méthode pour appréhender la Sologne. Ouais. C'est vrai qu'en bas, tout est plat, il y a beaucoup d'arbres, c'est un peu oppressant parfois, alors que là, on prend de la hauteur et c'est génial. On dit souvent hein, que Chambord c'est le plus grand, le plus beau, le plus majestueux des châteaux de la Loire, mais là, quand on l'a sous les yeux et sous les pieds, ça se vérifie, hein. Et là, on a l'attitude parfaite pour découvrir les jardins nouvellement refaits de Chambord, jardin à la française. Et on peut dire qu'ils travaillent bien là, hein, les jardiniers de Chambord. C'est superbe. Avec ses 500 000 hectares de forêt, la Sologne est l'une des régions les plus boisées de France. Un océan de verdure parsemé de châteaux, d'étangs et de grandes propriétés privées souvent dédiées à la chasse. Pas toujours évident d'y trouver son chemin. Alors une association s'est donnée pour mission de tracer des itinéraires de forêt et de les baliser. Oui, si ça marche, fais-toi bien. Ah c'est très important pour la Sologne parce que sinon, déjà, il y a beaucoup de chemins qui ont disparu. Et si l'association n'existait pas, il y en aurait beaucoup moins. Il y a beaucoup de chemins qui disparaîtraient. Par exemple, ce chemin-là, je ne le connaissais pas. Donc là, je vais le découvrir, je vais le baliser avec Raymond. Alors donc, nous, on intervient là pour justement retrouver tous ces chemins de commune qu'on avait un petit peu laissés de côté. Redécouvrir ces chemins et les entretenir. Pour ces bénévoles, la forêt de Sologne est un patrimoine à partager. Grâce à eux, plus de 700 km de randonnée ont déjà été balisés.
Passionné d'équitation, c'est à cheval que Raymond, le fondateur de l'association, aime parcourir la forêt pour vérifier que le balisage est bien en place. La Sologne fait partie des plus belles forêts. Pour moi, c'est la plus belle puisque c'est la mienne, hein. C'est ma Sologne. C'est vrai que c'est une belle région avec ses étangs, ses landes, c'est si beau au printemps comme en ce moment. Mais aujourd'hui, les grillages sont de plus en plus fréquents. Des gens arrivent de la ville, achètent des territoires et pensent que un territoire y appartient parce qu'ils l'ont payé, bien sûr. Mais on ne doit pas tout fermer comme ça, la nature doit rester libre. Moi, mon souhait, c'est que la Sologne soit découverte à pied, à cheval, à vélo, vraiment par tous ces amoureux de la nature qui ont très peu de place pour se balader en ville. Au moins, là, on respire l'air pur en Sologne. Nathalie s'occupe d'enfants en difficulté. Et la forêt est l'un de ses lieux de prédilection pour travailler avec eux. Cette art-thérapeute intervient dans plusieurs institutions de la région. Selon elle, ces enfants retrouvent plaisir et sérénité au contact des éléments naturels. C'est magnifique là. T'as vu le vert avec le soleil comme ça ressort bien? Les enfants, ils ont des troubles du comportement et de la conduite. Et justement, ce cadre, je pense, participe aussi au fait d'aider à les apaiser un petit peu. L'effet d'être dans la nature avec le silence ou les bruits juste de la nature, ça fait du bien. Ah oui, cet après-midi, oui. C'est comme quelqu'un qui nous aime, les bois. Moi, j'adore la nature et en plus, les arbres, ils sont vivants, ils sont comme nous. C'est super, en fait. En fait, la nature, c'est de la vie, en fait. C'est la vie. Si on n'a pas de nature, et on meurt. Tu peux remplir des zones, là, tu vois, avec des morceaux de bois, avec des pommes de pin. L'Institut du château de Cersay est idéalement placé au cœur de la Sologne pour les activités qu'elle développe autour de l'art et de la nature. Ça permet de favoriser l'estime de soi, d'exprimer des choses en dehors des mots. Vous entendez le tweet là? Tweet. C'est les pinsons. Se reconnecter avec la nature, c'est aussi l'ambition de Philippe. Et son association porte bien son nom. L'Appel des forêts propose diverses activités au milieu des bois. Sylvothérapie, grimpe dans les arbres ou stage de survie douce. Ah ben regardez, voilà un champignon intéressant pour nous là. Donc là, voilà un champignon super important en survie parce qu'on va trouver à l'intérieur une partie qui est facilement combustible et qui va nous aider à démarrer le feu. Je passe du temps en forêt, c'est vraiment ma passion. Et du coup, la nature, c'est pas simplement du vert, ça devient un truc incroyable où il y a des milliers de choses à savoir, à apprendre. C'est à chaque sortie, voilà, vous découvrez 10 nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres parce que c'est sans fin tout ce qu'on peut apprendre dans une forêt, tout ce qu'on peut y découvrir. Il y a beaucoup de modèles qui nous viennent de l'arbre qui peuvent nous servir en tant qu'être humain. Voilà, on arrive sur notre zone de bivouac, on va passer par là. Donc je vais prélever quelques branches. Les branches vont nous protéger. Donc il faudrait que l'abri, il faudrait que l'ouverture soit au sud. Donc là, on se met tous au boulot. Il va falloir trouver des perches d'environ 2 mètres. 2 mètres 20, c'est mieux. Reconnaître les plantes sauvages comestibles, faire du feu ou fabriquer un abri. Ces principes de survie en forêt ne sont finalement qu'un prétexte pour revenir aux choses simples et couper avec le quotidien. On passe la journée dans des bureaux, devant un PC, donc oui c'est intéressant, ça fait du bien aussi d'en venir à des choses plus basiques, on va dire, des choses simples. Se ressourcer ou retrouver une âme d'enfant. À 2 heures seulement de Paris, la Sologne attire de plus en plus de visiteurs désireux de se remettre au vert.
chez toi. Ouais. Bienvenue. Voilà, une jolie ferme, hein. Oh là là. Donc c'est vraiment une ferme traditionnelle qu'on retrouve ici en Sologne. Il y avait à l'époque presque une briqueterie ou une tuilerie par village en Sologne. On est sur des sables, de l'argile et donc il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des briques et des tuiles. On a tout refait, on continue d'ailleurs, on est encore en travaux tout le temps. Forcément, comme tout apiculteur qui se respecte, autour de chez toi, il y a des ruches. Il fallait que je vive au milieu des abeilles. Là, je suis un petit peu dans leur terrain de jeu. Tout l'environnement leur appartient et moi, je suis un peu là pour regarder ce qu'elles font. J'interviens finalement pas tant que ça. Le matin, quand je me lève, je viens les voir, je regarde si elles sortent, déjà s'il y a de l'activité. Là, il n'y a pas trop d'activité parce qu'il fait assez frais. Et on le voit, elles ramènent du pollen de couleurs différentes. Elles vont chercher de la rosée sur les feuilles. C'est assez sympa. Et puis, ça nous donne un indicateur sur le temps qu'il fait, sur les floraisons qu'il y a en cours, etc. En fonction de l'activité, tu arrives à savoir le temps qu'il va faire dans la journée. C'est un peu ma station météo, c'est ma Evelyne Delia à moi. C'est bien. C'est bien. Bienvenue dans la mielerie. Oh bah merci, c'est très joli, dis donc. C'est ici qu'on extrait le miel, qu'ensuite on le laisse maturer un petit peu dans ces maturateurs. Tu vas les goûter peut-être? Ouais. Tu peux goûter celui-là, l'étincelle des sous-bois, on l'appelle puisque c'est un polyfloral. Ah ouais, c'est très bon, elle pétille cette étincelle. Je vois que tu produis vraiment un miel bio. Comment tu peux produire un miel biologique 100%? C'est pas évident, c'est parce qu'on sait pas exactement où elles vont, les abeilles. Non, on contrôle jamais exactement l'endroit où va butiner l'abeille. Il faut que nos ruchers soient protégés, c'est-à-dire qu'à 3 km autour de nos ruchers, il n'y ait pas de culture conventionnelle. Ce qui est le cas en Sologne, parce que finalement, il y a très très peu d'agriculture en Sologne. Alors on produit beaucoup moins de miel que beaucoup d'autres apiculteurs qui sont en plaine et qui ont des conditions de mieler plus favorables que les nôtres. Et on espère faire un miel un petit peu différent et justement avoir des surprises chaque année, faire des miels qui nous étonnent. D'accord. Alors celui-là, par exemple, étonne-moi. Alors celui-là, il va t'étonner. Alors ça, c'est un petit peu différent. C'est un miel d'acacia infusé au safran. Il peut être utilisé par exemple en cuisine sur une finition de viande ou de poisson. C'est aussi un très très bon énergisant naturel. Il y a des gens qui en prennent une petite cuillère. C'est mon cas tous les matins à jeun avant le petit déjeuner. Mais c'est super. Un boostant naturel. Je vais t'en prendre 10 pots. Hein. Oui, alors sans problème. Par contre, ça a aussi d'autres vertus. Le safran est aussi un aphrodisiaque notoire pour les femmes uniquement. Mais tu peux quand même en prendre. Ah bah je vais quand même en prendre 10 pots alors. Et si tu veux un petit souvenir, tu peux en mettre un en pot et puis l'emmener avec toi. Ah, c'est gentil ça. Alors vas-y, donc je fais comme ça, c'est ça? Exactement. Ok, j'en mets du souffle. Pas trop loin, parfait. Et ça va couler normalement. Oh là 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 là, c'est sublime. Un pot comme ça, je peux le garder combien de temps? Alors tu peux le garder, j'ai envie de te dire, autant que tu veux. Mais si t'as pas fini ce pot-là, d'ici 3 ans, tu reviens me boire. Stop, doucement, c'est bon. Fais le tour, allez, fais le tour. Et voilà comment on va rassembler le troupeau. Et hop. C'est bien. Stop. Salut. Bonjour. Ah ouais, c'est hyper fatigant le job de gardien de troupeau. Hein. C'est compliqué. C'est dur. Hein. Et là, donc, il y a des tout petits agneaux. Il y en a qui sont nés encore jusqu'à hier. Tu vois, celui qui se lève là, il a un jour. Oh, qu'il est beau. Oh, ils sont magnifiques. Salut toi. Salut. Oh, mais c'est adorable. Ça, c'est typique de l'agneau de Sologne. Donc, ils naissent marron avec juste un poil marron. Et ensuite, progressivement, ils commencent à avoir un petit peu de laine. La laine va grandir et puis va devenir beige, comme celle des mamans, là, des brebis que tu vois derrière toi. Alors cette brebis solognote, c'est une race rustique, vraiment très implantée ici dans la région? En fait, elle avait presque disparu de Sologne et même de France. Il restait à peine 1000 brebis partout en France. Et grâce à des passionnés qui ont réussi à la sauver, on a la chance d'en avoir. Et c'est une race qui est assez extraordinaire justement parce qu'elle s'adapte à ces terres pauvres, qu'elle arrive à... Oh, reste avec nous. Elle arrive à vivre dehors toute l'année, dans des conditions difficiles de sécheresse ou de grande humidité au contraire. C'est ça qui fait sa force. C'est vraiment un animal très attachant, j'ai l'impression, parce que je m'attendais pas du tout à caresser un agneau comme ça. L'expression doux comme un agneau, ça viendrait de là alors. Oui, après c'est vrai qu'elles ont aussi ce caractère sauvage parfois. Ouais. Il ne faut pas laisser une porte ouverte parce que sinon ça fait des échappées, des belles échappées du coup. C'est ça.
J'imagine que t'es pas le seul éleveur là dans la région à vouloir mettre en valeur cette jolie race solognotte. Non, et on est de plus en plus de jeunes qui s'installent avec cette race. Et on a créé un groupe pour justement faire une AOP en viande d'agneau sologno. D'ailleurs, je vais t'en présenter un. C'est un très bon ami, Achille, et on va, si tu veux, dans sa ferme. D'accord, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Sophie. Achille. Enchantée. Bonjour Achille. Salut. Moi je Salut, croyais Nils. qu'on arrivait dans une bergerie là ici. Je lui ai dit, on va dans la ferme d'Achille. Voilà la ferme d'Achille. Voilà. Pas mal comme ferme Achille. Bienvenue à Ville-Savin, c'est une grande bergerie. Ah oui, bah oui, très très belle bergerie. Alors tu vois, on a commencé ce voyage ensemble à Chambord et je trouve que ce château se donne des petits airs de Chambord. Je me trompe ou pas? Du tout. Ouais. Vu que Ville-Savin a été construit par Jean Le Breton, secrétaire des finances de François Ier. Donc ça a été acheté par mon arrière-grand-père pour les 10 ans de sa fille. Pour les 10 ans de sa fille? C'était un peu un cadeau empoisonné vu que c'était après 40 ans d'abandon. Mais mes grands-parents travaillaient sur Paris et sont revenus là avec un objectif, restaurer le monument. Ils sont lancés dans les visites et dans l'agriculture. Donc à la place des pelouses, c'était des champs. J'ai mis en place plusieurs élevages autour du château qui aident aussi à l'entretien des abords du château, dont la race solognotte, les brebis solognottes, qu'on va aller voir, qui sont prêtes à être tondues. Ah oui, alors c'est jour de tonte aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, il est magnifique aussi de ce côté-là, le château. Hein. On arrive sur la façade sud. Ouais. Donc voilà, on peut voir Alexandrine qui est en train de filer la laine. Bonjour. Ah, c'est l'heure d'enlever son pyjama. Ah oui, là c'est vraiment tondu très ras. Hein. Oui, le plus ras possible. Faut pas la blesser, faut pas abîmer la laine, j'imagine. Il faut que la toison reste en un seul morceau. D'accord. Elle est belle la laine là. La solognotte, c'est une brebis qui est assez peu lainée. Toutes les races françaises, pratiquement, ont été croisées avec du mérinos pour améliorer la laine, alors que la solognotte, elle n'a jamais été croisée. Elle est restée très pure. Ouais, et je la prends tout seul pour pas que ça se sauve. Elle m'a pas l'air trop perturbée pour sa première tonte. Hein. Elle risque d'avoir un peu frais, mais voilà. Ce qui me touche beaucoup, c'est de vous voir ensemble et de voir deux générations de bergers. Est-ce que du coup, vous vivez ça comme une responsabilité, tous les deux, importante, de maintenir cette race et d'en prendre soin ? Un petit peu, oui. On a envie de la faire, maintenant qu'elle est sauvée, on a envie de la faire vivre, de l'exporter quelque part. Il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui s'y intéressent, alors qu'à une époque, justement parce que c'est une marcheuse, qu'elle est haute sur pattes, elle était décriée un petit peu comme race bouchère, les gigots tenaient pas dans les fours, etc. Aujourd'hui, il y a des chefs étoilés qui s'y intéressent, donc c'est vraiment super pour nous. Ouais. Ouais. C'est bien de voir cette jeunesse-là qui s'intéresse à cette race. De toute façon, ils ont intérêt à continuer. Parce que sinon... Nous, on est là pour les pousser. C'est le seul animal qui porte le nom de notre région. Alors si c'est pas les solognos qui s'occupent de la solognotte, qui va le faire? Sur les bords de la rivière du Cosson, le majestueux château de la Ferté-Saint-Aubin, édifié au XVIIe siècle. Son jeune propriétaire, Lancelot Guyot, n'est pas un châtelain comme les autres. Héritier, mais héritier d'une tradition familiale, celle de sauver des châteaux en péril. Son père, son oncle, sa sœur, tous ont acheté des châteaux en piteux état pour leur redonner vie. Depuis 40 ans, la famille Guyot se consacre à ces trésors abandonnés de notre patrimoine. On se considère comme des passeurs, vraiment, on n'a rien à voir avec l'histoire du lieu, on est très, je pense, humble par rapport à ça. L'idée, c'est de faire découvrir aux visiteurs l'histoire du lieu. Donc en fait, on se considère même pas comme restaurateur, en fait, on se considère vraiment comme conservateur. Je pense que le mot, c'est ça. De faire en sorte que ça ne se dégrade pas, mais de tout ce qu'on peut conserver, on le conserve. Les gens ont l'habitude de visiter des châteaux un peu tout restaurés, tout propre, léchés, etc. Moi, j'ai pas d'émotion quand je visite un château où tout est nickel. J'ai de l'émotion en fait quand la façade est marquée avec des pierres qui sont cassées, etc. Pour moi, elles racontent une histoire, ces pierres-là. Et c'est ça qui me procure de l'émotion et c'est ça que j'aime partager avec les gens. Cette saga familiale de sauveurs de châteaux, Lancelot la perpétue aujourd'hui, toujours avec le même modèle économique. Une rénovation progressive,
financé par l'ouverture au public. Le château de la Ferté-Saint-Aubin accueille aujourd'hui 60 000 visiteurs par an. Des rentrées d'argent qui assurent les frais de fonctionnement et d'entretien et qui permettent d'entamer la suite des rénovations, car il y a toujours quelque chose à rénover dans un château. Alors Lancelot ne se considère pas comme un châtelain, mais plutôt comme un chef d'entreprise œuvrant pour le patrimoine. En tout cas, il y a un rapport à la propriété qui est très particulier. Enfin, c'est un mot, château, châtelain, qui est lourd de sens et d'histoire derrière. Et d'un autre côté, quand vous interrogez n'importe quel Fertésien, ils vont dire c'est notre château. Et il y a ce côté très ambivalent, c'est ce sentiment de propriété collective. Mais il y a ces deux facettes et qui sont imbriquées de manière très étonnante. La Sologne compte plus de 400 châteaux et manoirs anciens. Et nombre d'entre eux sont abandonnés, exposés aux ravages du temps ou même au pillage. Heureusement, parfois, le destin les met sur la route de passionnés de vieilles pierres, prêts à y consacrer leur argent et leur énergie. Xavier et Sandrine Almandou ont acquis en 2016 le château de la Morinière. Tous deux ont eu un coup de cœur pour cet édifice du XVIe siècle et se sont engagés dans un long processus de rénovation. On a encore pas mal de boulot, hein, chérie. Le travail qui reste à accomplir est immense, mais Xavier et Sandrine ont choisi de le faire à leur façon. Pour restaurer et même agrandir le château de la Morinière, ils ont opté pour un chantier de formation destiné à des jeunes sans emploi. On n'avait pas vocation à être châtelain. Notre but, on aime les vieilles pierres, mais le but c'était réellement de faire un projet qui nous tenait à cœur et de faire ça avec une dimension peut-être moins économique et plus humaine. C'était très important pour nous, parce que le but c'est qu'ils aient tous un boulot en sortant d'ici. C'est sûr qu'on aurait pu prendre des entreprises privées, mais c'est la façon dont on veut contribuer notre pierre à la société. Hein. C'est un joli projet pour nous tous. La rénovation de la Morinière est devenue une aventure humaine et sociale. Pendant 1 an, les jeunes, sans qualification, travaillent au château encadrés par des compagnons du devoir. La formation est rémunérée et à la fin de leur séjour, tous passeront un diplôme de maçon en bâti ancien ou de menuisier charpentier. C'est audacieux et de la part des propriétaires parce qu'il faut quand même qu'il y ait un temps aussi pour la formation. C'est pas que du travail sur chantier. Et là, d'avoir un chantier école, c'est vraiment très particulier. Et c'est cette initiative qui m'a plu et c'est pour ça que je suis venu bosser ici. On va prendre 2 sur tu vas pas pouvoir regarder, 5 cm. Le but, c'est quand même de former des gens et qu'ils réussissent leur vie. Et je pense que s'ils continuent comme ça, ils y arriveront. Et oui, ça, c'est une énorme fierté, quoi. C'est une énorme fierté. Quand on apprend tout de suite bien, on se rappelle toute sa vie. Quand on apprend les bonnes méthodes, du premier coup, ça nous permet de progresser plus vite et d'aller plus loin. Depuis le début du projet, tous ceux qui sont passés par le chantier d'insertion de la Morinière ont trouvé un emploi. Julien, qui a fini sa formation ici l'année dernière, a finalement été embauché à plein temps par Xavier et Sandrine. Moi, on m'a donné une chance de travailler ici. Et moi, c'est vraiment un plaisir, quoi. Je n'aime pas travailler en reculant ou par mécontentement, quoi. Je suis vraiment content de venir ici, quoi. C'est un château, quoi. C'est merveilleux, c'est magique, quoi. C'est le château de la Morinière, quoi. C'est comme ça. Grâce à Xavier, Sandrine et tous ceux qui vont se succéder sur le chantier, l'histoire de la Morinière, château de Sologne, va continuer à s'écrire. Ventre jaune de la Gonda et puis couille de quelques yeux d'Ardoin, Romoranta, c'est nous qu'on est sur le New. You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. Every single step Ma famille a dit le temps de voir des chers, ces gens-là ne font pas de manière.
arrive à Blancafort. Blancafort, donc on va aller chercher une pâte feuilletée. Ok, pourquoi on va chercher une pâte feuilletée? Tu n'es pas sans savoir que la fameuse tarte tatin, dessert international, est née en Sologne. Ah bon? Ah non, mais tu me l'apprends. Beuvron, à une vingtaine de kilomètres d'ici. D'accord. Et donc, évidemment, pour la tatin, il faut de la feuilletée. On va chez Claude François. Ouais. Claude François est une femme extraordinaire. Ah, Claude François est une femme, parce que si t'étais en train de me dire que Claude François n'était pas mort, là, ça me faisait un choc. Mais Claude, elle est bien vivante, et donc on va aller la voir. Donc là, on est, comme tu peux le voir, il y a un petit monument, parce qu'on est au centre de la zone euro. Mais depuis une quinzaine d'années, je crois qu'on n'y est plus, parce que d'autres pays se sont rajoutés. Ouais. Donc ça n'est plus le centre de la zone euro. Mais t'inquiète bon, pas, c'est quand même le centre du monde. Mais oui, la Sologne reste le centre du monde. Tu as raison. Bon, allez. Pâte feuilletée de Madame François. Bonjour Madame François. Bonjour Sophie. Ça va Claude? Oui, bonjour Hélène, très bien, oui. Alors c'est vous la reine de la pâte feuilletée? Il paraît, oui. J'espère en tout cas. Ah mais là, il y en a deux différentes? Oui, là je fais des tests en fait, on fait des tests de cuisson. Alors celle-ci, c'est l'inversé. Ouh là là, alors attendez, ça parle technique là. Un feuilletage classique, c'est une plaque de beurre qu'on emmitoufle d'une pâte qu'on appelle la détrempe. L'inversé, on l'appelle inversé parce qu'en fait c'est le contraire. Au lieu d'emmitoufler le beurre de pâte, on emmitoufle la pâte de beurre. Ah. C'est qu'il faut plus de beurre. Donc elle est à 43% de beurre. Voilà, ah ouais, c'est ça. Voilà le secret. Ouais. Voilà. Et le beurre. C'est le beurre. C'est toujours le secret, le beurre. Ouais. Hein. Ici, c'est une histoire de famille. C'est votre papa qui a lancé tout ça? Oui, c'est mon père, oui. C'était son métier à l'origine. Papa d'origine était charcutier, boucher, charcutier, traiteur. Mais par la suite, il a totalement changé de voie. Mais il s'était toujours rappelé d'une recette de pâte feuilletée pur beurre qu'il faisait à Paris quand il était apprenti. Il nous a conseillé de monter cette entreprise et de faire ce très beau feuilletage parce qu'il savait qu'il y avait un marché à prendre dessus. Voilà. C'est très beau et ça sent très bon. On exporte quand même pas mal sur le Royaume-Uni, le Luxembourg, le Danemark, l'Espagne. Hors Europe, il y a la Suisse et le Japon. La meilleure pâte de France, elle est d'ici. Elle est de Sologne. Tu peux m'en mettre 3 kilos? Bien sûr. Ici, on est sur l'aire d'appellation Crotone-Chavignol, qui s'étend ensuite jusqu'en Sancerrois. Et là, on arrive à la ferme de Romecro, chez la famille Couette, qui est un super producteur de petits crottins. Ah, j'adore ce fromage. Ils vont te faire goûter plusieurs variétés. Quelle jolie ferme! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Magnifique. Allez! Qu'est-ce que c'est joli ici! Oh là là! Ah, elle est là! Bonjour! Bonjour! Elle a quel âge là, cette ferme? Elle a plus de 2 siècles. Ah d'accord. T'habites ici en famille? Oui, avec toute la famille, les beaux-parents. Écoute, il faut que je te fasse un aveu. Le Chavignol, c'est un de mes fromages préférés. Donc là, on a toute la gamme du premier jour jusqu'à 2 mois d'affinage. Une fois que le fromage a 10 jours d'affinage, il a le droit à ses lettres de noblesse et il devient un Chavignol. Avant, il était juste crottin. Et passé 10 jours, il est Chavignol. Ok, d'accord, qui est une AOP. Une AOP. Donc au départ, là il a une journée, on a un goût très lacté. Et donc là on est sur 1 mois d'affinage, c'est le bleu. Et là on arrive sur du très très sec. Donc voilà, il faut être amateur de fromage cassant très sec. Alors là, celui-là, on voit que la croûte est un petit peu plus orangée, là, ici, à l'intérieur. Il a bien séché. Il y a des gens qui ne le mangent déjà plus à ce stade. Oui. Ah bah, ça dépend les palais. Voilà. Ah oui, c'est parfait. Il est excellent ce fromage. Bon, moi, j'ai tout mangé si on continue. Bon, allez, merci Nadège. Merci Nadège. Bonne dégustation. Merci mille fois. Au revoir. Et le restaurant. Et voilà. Juste là. Alors, bienvenue aux 2 Bécasses. Merci. Ah bah voilà la deuxième Bécasse. Et voilà. Enchantée. Et bienvenue au restaurant. Merci c'est un beaucoup. plaisir. Vous venez alors. Voilà la pâte. Parfait. Donc pour la tatin. Et la tatin, c'est Sandrine. Très bien chef, donc je te suis. Tu me suis Sophie, tu vas m'aider. Par ici.
Moi, je suis impatiente que tu me donnes ta recette de la tarte tatin. Alors, la pâte, ça y est, j'ai compris, hein, grâce à Claude. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on a des pommes, un peu acidulées, du sucre et beaucoup de beurre. Mais dis-moi, la bécasse, on la chasse encore aujourd'hui ou pas? Alors oui, c'est vraiment un animal mythique. Les chasseurs chassent la bécasse aujourd'hui, mais par contre, nous, on n'a pas le droit d'en commercialiser. On ne peut pas en vendre dans le restaurant. Elle est protégée. C'était plus un clin d'œil, en effet, à cet oiseau mythique. Et puis les bécasses, parce qu'on dit souvent les bécasses pour se moquer des filles. Pour se moquer des filles, et comme on est deux filles, ça tombe bien. Hélène m'a confié dans la voiture que la tarte tatin était originaire de la Sologne. C'est quoi son histoire exactement? Absolument. Donc elle est originaire d'un petit village pas très loin d'ici, une vingtaine de kilomètres, la Motte-Beuvron. Ouais. Donc il y avait une auberge tenue par deux sœurs et un jour de grande affluence à midi, il y avait beaucoup de monde. Elles avaient l'habitude de faire des tartes aux pommes. Le hasard a fait qu'elle a enfourné ses pommes mais elle a oublié de mettre la pâte. Elle a dit bon c'est pas grave, je vais mettre la pâte par-dessus. Au dernier moment comme ça? Au dernier moment et qui est le fruit d'un hasard. Ça sent bon. Alors c'est important de se rappeler qu'on va retourner après. Donc les pommes, il faut les mettre, le côté bondé, au fond. Est-ce que c'est déjà une tarte que tu cuisinais petite, plus jeune? Non, je l'ai vraiment découverte ici, dans la région. D'accord. 1, 2, 3. Tadam! Alors? En tout cas, ça sent très bon. Nos pommes ont bien caramélisé. Hélène, te voilà. Voilà notre jolie tarte, regarde. On a bien travaillé quand même. Ouais. Écoute, grâce à la pâte de la famille François et notre savoir-faire quand même toutes les deux. Merci en tout cas de m'avoir donné quelques secrets de cette recette de la tarte tatin parce que finalement, c'est un dessert que tout le monde connaît. Pour la réussir, il faut quand même avoir le tour de main, quoi. Et voilà. On retrouve toute la qualité de cette pâte inversée qui est un peu salée et qui fait vraiment du bien. Contrebalance le sucre. Ouais. C'est très bon. Merci beaucoup les filles. Enfin, merci les deux bécasses. Voilà, on peut dire. C'est pas on peut dire. Les oiseaux les plus étonnants de Sologne sont probablement ceux qui nichent ici, à l'aéroclub de Romorantin. Parmi eux, les planeurs sont une espèce à part. Ils profitent ici de conditions aérologiques très favorables, faisant de ce petit aéroclub l'un des meilleurs endroits de France pour pratiquer le vol à voile. Salut Léa, ça va? Ça va et toi? Bonjour. Léa, l'une des plus jeunes élèves de l'aéroclub, rêve de devenir un jour femme pilote. Elle n'en est qu'au tout début de son instruction. Je suis une passionnée d'aviation, enfin d'aéronautique depuis ma première littéraire. J'ai dit à mes parents que je voulais être pilote. Et mon père m'a dit « Ah, c'est vrai, bah écoute, je vais t'apprendre que j'étais pilote de planeur et ton grand-père aussi. » Et je ne l'ai jamais su avant. Donc du coup, c'était assez extraordinaire. Ah, c'est un peu lourd. Ça fait 7 kilos. La Sologne, c'est une région qui donne assez bien en termes de vol à voile. Le seul souci qu'on pourrait avoir, c'est que la Sologne, c'est quelque chose où il y a beaucoup de bois, beaucoup d'étangs et très peu de champs. Mais si on est suffisamment prudent et si les instructeurs font bien leur travail, on doit avoir le champ qui va bien si on en a besoin. En termes de vision et de pilotage, il faut bien qu'elle sache qu'elle va piloter dès le départ. Dans les 2 ou 3 vols qui vont suivre, c'est elle qui aura les commandes. Moi, je ne toucherai plus à rien. Voilà, ça va être... Les décollages s'effectuent ici à l'aide d'un treuil. Un câble d'1 kilomètre est tendu. À la manière d'un lance-pierre, il va propulser le planeur à 500 mètres d'altitude en quelques secondes seulement. Une découverte pour Léa qui n'est pas totalement sereine. Ok, ça marche. On est prêt à partir. On fait un petit signe avec le pouce. Bah, regarde, comme ça. Le treuil de Kilo Victor, tu peux tendre pour un twin 2 personnes à bord. Reçu pour un twin. Oh mon Dieu. Ça tend. Dès qu'on va bouger, je dirais tendu. Tendu. C'est parti. Ah là là. Bouge pas, ne tire pas sur le manche. Ah, on s'éloigne. C'est haut. Pas de bonne. Bon, pour l'instant, on monte tranquillement. On arrive déjà à 600 mètres. Alors, on va faire de la géographie. Le terrain est juste en dessous de nous, d'accord? Avec le village de Prunier
juste devant toi là, d'accord? D'accord. Je continue à tourner. Il y a un château là en bas, non? Oh, des châteaux, si tu regardes, il y en a un peu partout. Oui, mais là c'est un petit château. Allez, c'est toi qui as les commandes, tu pousses sur le manche. Tire sur le manche. Vas-y, on recommence. Pousse sur le manche. Tire sur le manche. D'accord? Ok? À droite. À gauche. D'accord? C'est toi le patron, hein. Je veux dire, voilà, le planeur, il fait ce que tu lui dis de faire. Avec ce premier vol, la jeune élève accomplit enfin son rêve. Juste en face de l'aéroclub, de l'autre côté des pistes, d'autres jeunes pilotes sont eux aussi en formation. L'aérodrome de Romorantin a une particularité. C'est également une base aérienne de l'armée de l'air où se forment les futurs pilotes. Avant de se retrouver peut-être un jour aux commandes d'un Rafale, tous doivent passer par l'instruction sur planeur. Puis après, tu l'avanceras un petit peu. Ben, on a un petit peu regardé ce qui se faisait dans les autres armées de l'air. Les Américains, les Allemands, les Belges forment leurs pilotes par le vol à voile. Et on s'est rendu compte que c'est une très très bonne école pour apprendre justement à ressentir les mouvements de masse d'air, à ressentir le pilotage. Et voilà, les conditions aérologiques en Sologne sont vraiment connues pour être favorables au vol à voile. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour l'apprentissage, pour la formation de début. En altitude, on a un bas géopotentiel qui est en train de s'évacuer sur le nord de l'Italie, qui s'évacue. Plusieurs promotions d'élèves pilotes se succèdent chaque année en Sologne. Et pour beaucoup de ces jeunes, c'est l'occasion de découvrir la région. On a Briard, donc on va passer à côté du château de Chenonceau. Hier, on est passé à côté de Chambord et de Cheverny, au-dessus de Cheverny. Et là, il y a la Sologne, toute la Sologne qui a beaucoup de petits étangs et des petits châteaux de propriété sympa sur la Sologne. Donc c'est vraiment un coin vraiment joli à voir. Certains élèves sont déjà brevetés dans le civil. D'autres découvrent l'aéronautique pour la toute première fois, mais tous ont la même ambition. J'aimerais bien la chasse, après ça reste des souhaits et les souhaits dépendent aussi du besoin de l'armée de l'air. L'idée, ça serait si possible piloter un avion de chasse. Donc il faut continuer la formation et espérer aller jusqu'au bout pour toucher un Rafale ou un Mirage. C'est vrai que c'est une région magnifique et en plus le temps est superbe ces derniers jours, donc ça permet de voler dans les meilleures conditions. Le ciel de Sologne va continuer à nourrir les rêves de ceux qui ont un jour décidé de devenir pilotes, qu'ils soient militaires ou civils. Il y a des araignées. Il y en a des fous, il y en a qui ont... N'ouvre pas la boîte, j'ai peur. Par là. Voilà. Et le but, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte des copains, forcément. Bonjour. On va voir si je peux vous faire confiance. Bonjour. Vous allez aller là-bas, ramener ma caisse rouge. Qu'est-ce que tu as dans ta boîte? Il y a un grillon. Ouais. Il y a un scarabée. Un papillon. Ses ailes sont faites de feuilles de l'arbre. Comme ça, dès qu'il y a un prédateur qui arrive, il croit que c'est une feuille. Du coup, il dit bon, il n'y a personne. Vous savez où elle est exactement, Gwendoline? Ah oui, elle est là-bas. Très bien. Bon, je vous laisse. Merci pour les informations, les filles. Par là, que vous avez relâché vos bêtes. Donc les petites bêtes, par exemple, elles sont là pour manger les feuilles mortes. Vous avez vu sur les petits scarabées bleus qu'on a trouvés tout à l'heure, qui s'appelle le bousier. Lui, il est là pour manger tous les cacas de la forêt. Il est là pour nettoyer la forêt. C'est exactement ça. Tous les insectes jouent un rôle alors dans la forêt. C'est exactement ça. Et le dernier rôle, peut-être le plus important, vous en connaissez des insectes? Pollinisateurs. Le papillon. Les abeilles. Oui. C'est ce que je voulais dire. Ah zut, La libellule.
Alors, pas la libellule, le bourdon. Parmi les petites bêtes les plus connues. Oui, nous on a trouvé, enfin les filles surtout, ont trouvé un joli papillon. Effectivement. Qui est mais alors vraiment expert en camouflage. Hein. Oui, alors c'est une des stratégies des petites bêtes. S'il arrêtait de battre des ailes, on verrait bien qu'il a la forme d'une feuille d'un arbre. On le relâche? Ah oui. Vous lui dites au revoir? Ah bah si. Bonne route, papillon. Qu'est-ce que c'est sympa ces ateliers, Gwendoline, que tu fais avec les enfants? Mon travail, c'est d'éduquer à la nature, c'est de faire connaître la nature, l'environnement. Et la nature, pour moi, c'est une passion, et la faire découvrir, c'est une double passion aussi. Moi, j'ai très envie de faire de l'éducation à l'environnement avec toi. Avec plaisir. Si ça te dit aussi, on peut aller au bord du Cher, essayer de découvrir le castor. Oh bah alors ça, avec grand plaisir. Eh ben, on fait ça. C'est parti, on y va. Parler des castors. Est-ce qu'il y a là, ici autour de nous, des indices qui nous prouvent la présence du castor? Oui. Alors déjà, il y a une première chose quand on regarde autour de nous visuellement qui est très marquante, c'est que tous les arbres, notamment des saules, des peupliers qui sont face à nous, ils sont taillés en forme de buissons. Ce qui veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui les empêche de devenir des arbres. Voilà. Et tous les branchages là qui sont autour de nous, finalement, ont potentiellement été grignotés par les castors. Oui. Il vient sur le bord de la rivière, à la fois pour se nourrir et récupérer des branchages pour construire sa hutte, c'est ça? C'est ça. Et il y a même une troisième raison. Alors ça va être en précaution de l'hiver. Il va récupérer des jeunes tiges de saule qu'il va retourner planter les pieds dans l'eau, pas loin de la hutte. Comme ça, le saule va reprendre. Et quand arrivera l'hiver, il aura beaucoup moins d'efforts pour venir chercher sa nourriture. Il aura fait sa petite réserve bien plus près de la hutte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'il ait conscience comme ça hein, de l'importance de replanter quelques tiges pour son bien. Nous, on l'appelle aussi très souvent le bûcheron de la rivière. Déjà parce qu'il élague beaucoup d'arbres, mais aussi on lui doit beaucoup de temps en temps, comme là pour les saules, pour que tout reparte, que la végétation reprenne ses droits, quoi. On va s'arrêter là. À partir de maintenant, on va un peu baisser le ton parce que la hutte, elle est juste derrière, sur la gauche, là-bas, tu vois. Comme un gros tas de branches. C'est ça, une hutte de castor. En tout cas, là, on est aux premières loges. Qu'est-ce qui explique qu'il s'installe comme ça en bord de rivière? Le castor, il a besoin de la rivière pour vivre. Déjà pour trouver sa nourriture, il se nourrit d'écorces d'arbres tendres, peupliers, bouleaux, aulnes, etc. Et ensuite, il a besoin de la rivière pour faire sa hutte, voir ses barrages. Et n'oublie pas, il a les pattes arrière palmées, donc il est vraiment apte à la vie en rivière. Franchement, je suis très heureuse d'avoir vu ce petit castor. Là. Bah écoute, avec plaisir, Sophie. Tu veux, nous, à l'association, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire découvrir. C'est la Sologne, la nature qui nous entoure. Donc c'était avec grand plaisir. Merci pour ce cadeau, en tout cas, Gwendoline. De rien. On a un grèbe à cou noir, 2, 3, 4, un grèbe castagneux. Dans le fond, on a un cygne tuberculé. Ah, on a quelques canards plongeurs, donc je vais attendre qu'ils remontent à la surface et on devrait pouvoir dire ce que c'est. Avec 3000 étangs disséminés dans ces forêts, la Sologne est un paradis pour les oiseaux et pour tous ceux qui veulent les observer. L'activité est particulièrement intense au lever du jour. C'est le meilleur moment pour Angélique d'effectuer sa mission. Cette jeune ornithologue recense chaque année les différentes espèces de Sologne. La Sologne, c'est vraiment un petit paradis pour les oiseaux parce qu'on a une grande diversité d'étangs. On compte un peu plus de 200 espèces différentes d'oiseaux en Sologne. Et on a en moyenne 140 espèces nicheuses en Sologne, donc ils sont vraiment là pour se reproduire ici.
Le but, c'est de voir un peu comment les effectifs y varient en fonction des années, en fonction des saisons. Ça nous permet de dresser un tableau statistique de la répartition des espèces et puis de leur évolution dans le temps. Donc les espèces emblématiques en Sologne, il y en a plusieurs différentes. Le héron cendré en fait partie, puisque c'est le plus commun, celui-là qu'on arrive à voir le plus finalement. Et moi j'apprécie beaucoup le grèbe à cou noir. Je suis toujours émerveillée. Il y a toujours une belle observation à faire. On apprend toujours, c'est ça qui est intéressant. Autour des étangs, il n'y a pas que des ornithologues qui observent les oiseaux. Marie-Joëlle est peintre animalier. Elle vient chercher l'inspiration qui va lui permettre de réaliser ses tableaux. La photo me permet de garder en mémoire ces éclairages particuliers, surtout le matin. Et particulièrement, je cherche à prendre en photo un héron, le héron cendré qu'on voit beaucoup en Sologne, parce que je voudrais le mettre sur la fresque que je suis en train de réaliser en ce moment pour la municipalité de la Motte-Beuvron. Oui, j'hésite entre celui-là et celui-là, mais je pense que je vais mettre celui-là. Cette attitude me plaît bien au niveau des pattes. Donc là, il s'agit d'une ébauche de ce que je vais représenter sur cette fresque. Et il fallait que je représente sur ces 32 mètres le paysage de Sologne, les étangs, la forêt et tous les animaux qu'on peut voir dans notre Sologne. Marie-Joëlle travaille sur un format monumental. À la Motte-Beuvron, sous un chemin de fer, sa mission est de redonner à ce mur des airs de Sologne. Et là, on se trouve sur une fresque qui fait 32 mètres de long, sur 4,80 mètres, donc 150 mètres carrés. Là, pour moi, c'est une première, c'était un défi, c'était angoissant et en même temps très, très excitant. Les plus grandes que j'ai faites, c'était des fresques de 10 mètres carrés. Pas mal, là? C'est un peu gros. C'est un peu gros, non? Donc il faut veiller toujours à voir tout comme si on était de loin tout en restant près. Et ça, c'est pas évident, surtout sur les grands formats. Il va falloir que je reprenne un peu de recul, mais ça a l'air de commencer à ressembler à un héron. Ouais, je pense que c'est sympa, là. Avec précaution, Alexandre approche de l'étang qu'il a choisi pour sa séance de photos. Un endroit qu'il connaît bien. C'est ici que ce jeune photographe animalier a réalisé quelques-unes de ses plus belles photos d'oiseaux. Ce qui est intéressant avec l'affût, c'est qu'on peut se déplacer, on peut aller assez près. Et puis l'objectif, c'est pas de faire un gros plan du bec ou de la tête. L'objectif, c'est de faire une belle image pour retranscrire l'animal au mieux dans un comportement, dans une attitude, dans un moment de sa vie. Le but de faire de la photo, c'est pouvoir montrer la beauté de la nature, de donner envie aux gens de s'y intéresser. Là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus d'avoir des parades, d'avoir presque des portraits d'oiseaux aussi, enfin d'être plus près des oiseaux. Donc j'ai pris une longue focale, j'ai pris le 500 mm là ce matin. J'ai repéré un nid de poule d'eau un petit peu plus loin à droite. Le gros avantage qu'on a avec l'affût flottant, c'est qu'on peut varier ses angles de vue, on peut, suivant l'orientation qu'on va prendre, pouvoir choisir une lumière plus qu'une autre. Et puis je peux rester comme ça, à genoux dans l'eau, pendant des heures. Aux amoureux de la nature, de la faune ou de la flore, la Sologne offre souvent des moments rares, parfois magiques. À chacun de venir les saisir.
Bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Voilà un bel endroit pour une rencontre, ici à Saint-Dié-sur-Loire. Tout à fait, bienvenue. Merci beaucoup. Et j'avais envie de venir un peu ici, au bord de la Loire, ce fleuve qui a un pouvoir d'attraction quand même particulier. Est-ce qu'on peut dire que ça forme une frontière naturelle ici en Sologne? Tout à fait. Alors on peut parler de frontière naturelle, sachant que la frontière terrestre en fait se situe à quelques kilomètres seulement. Alors on a tous nos cours de géographie qui reviennent. Hein. La Loire, le plus long fleuve de France, qui prend sa source au Mont-Gerbier-des-Joncs. C'est ça, Mont-Gerbier-des-Joncs et l'estuaire se trouve à Saint-Nazaire. Donc le fleuve est long de 1012 km. Ouais. Alors j'aperçois de très beaux bateaux. Là, tu les connais bien toi, ces bateaux? Tout à fait, puisque ce sont les bateaux de notre association Les Marins du Port de Chambord. Ouais. Mais ça, on en parlera plus tard puisqu'on te réserve une petite surprise. D'accord, mais ce qui attire mon attention aussi, c'est que tu parles du port de Chambord. Pour quelle raison Saint-Dié est devenu le port de Chambord? Alors en fait, le port de Saint-Dié-sur-Loire était le port historique du château de Chambord, puisque c'est par ici qu'est arrivé tous les matériaux de construction de ce fameux et fabuleux château de Chambord. Alors, je suis très curieuse aussi de découvrir cette église qui est très impressionnante. On ne s'attend pas du tout à trouver une église comme ça dans un village. Alors tout à fait, puisqu'en fait, Saint-Dié-sur-Loire était très peuplé à l'époque, puisque tous les ouvriers du château étaient logés juste à côté. C'est pour une de ces raisons que nous avons une église, mais également aussi pour son saint. Saint Déodat, c'est le fondateur du village. C'était un ermite qui est venu s'isoler ici au village et qui a donc donné également son nom au village de Saint-Dié. D'accord. Et donc son sarcophage se trouve à l'intérieur de l'église, donc je t'emmène le voir tout de suite. Ah ben voilà, le tombeau, enfin le sarcophage dont tu me parlais tout à l'heure. Tout à fait, le sarcophage de Saint Déodat. Donc son tombeau date du VIe siècle. Mais c'est un incroyable voyage dans le temps, finalement, quand on traverse cette église. Donc c'est vraiment les ouvriers de Chambord qui ont participé à la construction de cette église. Alors sur la partie de la tour, qui date, elle, du XVIe et qui a été effectivement construite en même temps que le château de Chambord. La légende nous raconte que cette tour n'est pas terminée puisque le chef de chantier de la tour nous a abandonnés pour la construction du château de Chambord. Regarde Sophie, je vais t'emmener dans la rue Saint-Sauveur qui est une des plus belles petites ruelles du village. Il se dégage une atmosphère très romantique. Ah ouais, déjà, j'aime beaucoup les glycines. Les glycines, les fleurs, et puis tu vois la maison que tu aperçois. Donc ça s'appelle la maison du Galet, et c'était le rendez-vous galant du maréchal de Saxe. Ah oui, quand tu dis rendez-vous galant, c'est une façon polie d'expliquer ce qui se passait dans cette maison. C'est ça. Sophie, je te propose de quitter Saint-Dié et de partir sur le fleuve avec Vincent. Oh, dans une belle embarcation, dis donc. Tout à fait, donc c'est une toux traditionnelle. Eh bien, bonjour. Je te présente Sophie. Enchantée. Enchanté. Tu vas nous emmener Salut. Faire un petit tour. C'est vous le capitaine? Oui. Non, je suis pas capitaine. Je suis patron. Oh, pardon. Alors, patron, tu nous emmènes? Eh ben oui. Dans un beau bateau typiquement ligérien? Absolument. Ah là, il est sublime en tout cas. Tout. Très beau bateau en bois. On est parti. Allez. Parle-moi un peu de cette association alors, Hélène, les Marins du Port de Chambord. C'est une association qui a été créée en 2012. Son but est de faire perdurer la tradition de la marine de Loire et de faire découvrir le fleuve aussi aux locaux et aux touristes. Toi, tu as un lien particulier avec ce fleuve? Alors moi, mes premiers souvenirs avec le fleuve datent de mon enfance, puisque tous les week-ends, plutôt que d'aller à la mer, on allait au bord de la Loire avec mes frères et sœurs à faire des châteaux de sable dans le sable de Loire. Je comprends qu'on puisse tomber sous le charme de la Loire, parce que là, vraiment, c'est très très beau. C'est un très joli paysage qui défile derrière nous. C'est ça. Grâce au patron. Tu vas me parler de ce bateau, tiens. D'ailleurs, Vincent, raconte-moi alors, à l'origine, traditionnellement, ça sert à quoi une toux? Alors ça sert à plusieurs choses. On utilisait ces bateaux pour traverser le fleuve, pour transporter des marchandises. C'était un bateau à tout faire en fait, d'où peut-être son nom. Ah ouais, c'est ça, tout son nom. Un bateau à tout faire, ça serait
peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça. Peut-être. Peut-être, on n'est pas tout à fait sûr. Non, Ouais. on est sûr de rien, en fait. Et là, la navigation, elle est facile là sur la Loire ou pas? Alors, elle n'est pas facile. Parce qu'il y a- C'est pour ça que je te vois aux il y a aguets là. Oui, il y a beaucoup de sable, de gravier, et puis aussi beaucoup de pierres aujourd'hui. Le but, c'est évidemment d'éviter. On va peut-être passer à droite, là. Bah, c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui Ouais. sais. Hein. Bon, en tout cas, j'ai l'impression vraiment que tu t'amuses, hein, là, presque à la barre de ton bateau. là. Et bah oui, c'est ça, en fait. Je suis payé pour m'amuser, en fait. T'as la belle vie, toi. Voilà. Alors, les conditions de navigation sont jamais les mêmes en fonction des vents, en fonction de la lumière. Du coup, c'est rarement casse-pied de naviguer. Il faut rester très vigilant, je te déconcentre pas. Je vois qu'Hélène a préparé un petit pique-nique, ça c'est super sympa, Hélène. Oui. Qu'est-ce que tu as? Oh, bah, merci. Alors. À ta santé. À la tienne. Merci, Hélène. Patron, santé. Bah, à la vôtre, alors. Donc des petites terrines de Loire. Ça, c'est du silure. Tu vois, bah, c'est un écoute. poisson qu'on retrouve dans le Ici. fleuve. Tout à On fait. pourrait le pêcher, là? Alors, pas avec moi. Je te présenterai tout à l'heure mon mari et comme ça, lui t'emmènera pêcher. Ok. Voilà. Salut, Vincent. Salut. À bientôt. Sophie, je te présente mon chéri Maxime. Bonjour, Maxime. Enchanté, Sophie. J'ai pas pêché de silure, là, dans la Loire, et pourtant j'aurais pu, il y en a. Oh, il y en a des plus en plus beaux, de plus en plus gros. Ouais, bon, non, on les a pas vus, en tout cas. Non, pas vu un seul. Donc Sophie veut aller taquiner les brochets en pleine Sologne. Ouais, c'est Donc je te laisse Sophie. Bah écoute, avec grand plaisir. Il me reste un peu de temps. Si Eh ben, tu veux, super. je t'y emmène. Tu m'accompagnes. En tout cas, merci Hélène. J'étais Merci ravie à toi. d'être avec toi. C'était une très très belle balade. Merci pour tout. Je te Changement de princesse. Oui. Je te confie Sophie. Je t'emprunte Allez, ton chéri, je te le rends. Hein. Bon, Salut bon Hélène. Chaque printemps, les beaux jours font ressortir sur les routes de Sologne les voitures de collection, celles qu'on appelle ici les élégantes. Alexandre part profiter des beaux jours au volant de sa MGB, sa voiture préférée. C'est assez petit une MG, et ça, on se sent confiné à l'intérieur, c'est vraiment agréable. hein. Il y a une ambiance particulière dans une voiture ancienne. Ça respire, on la sent vibrer en nous. C'est un art de vivre aussi, de rouler en voiture ancienne. Pour partager leur passion et faire découvrir leur région de cœur, Alexandre et sa compagne, Laurence, organisent régulièrement des rassemblements dans leur propriété. Pousse les nuages. Les collectionneurs sont des esthètes, et ils aiment bien être accueillis dans un beau cadre. Alors aujourd'hui, on attend 30 voitures. La plus ancienne sera de 1950, elle est assez rare, et ça va jusqu'à 1990. Bonjour, je suis Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Bon, vous avez fait bonne route, vous avez trouvé facilement? Quand on est arrivé, on dit ah ben on n'a pas l'autorisation pour le faire. Les petites routes de Sologne, je les connais bien, j'adore parce que c'est un peu intime, mais bon, c'est vraiment le plaisir, surtout au printemps, les premières bruyères, au mois de mai-juin, c'est vraiment le bonheur. Ça, c'est des amis fidèles, ça. Salut. Oui, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. On peut se tutoyer maintenant depuis le temps. Okay. On a fait la Nationale 7 ensemble, on a fait les dernières tops de Sologne. Les dernières en Sologne. Voilà, et puis tu démarres toujours ta voiture à la manuelle? Non, j'ai changé la dynamo. Bonjour. Ça va? Ça va. En fait, le contact se fait très très vite. On se tutoie tout de suite quand on vient à se rencontrer. On fait partie d'une grande famille qui est celle des amoureux de la voiture. Évidemment, les moyens permettent d'avoir de belles voitures pour certains, mais en fait, un collectionneur, qu'il ait une voiture prestigieuse ou une populaire, reste un collectionneur. C'est une Porsche 356 qui est de 1957, une des premières générations, c'est une AT1, donc ça va être la plus vieille, oui, a priori du plateau. C'est une voiture de famille qui est dans la famille depuis maintenant une trentaine d'années. Donc ouais, c'est le bijou de la famille.
Avant de partir sillonner les routes solognotes, tous les convives se retrouvent autour d'une grande tablée. Pour Alexandre et Laurence, ces rassemblements sont aussi l'occasion de partager quelques spécialités régionales. On essaye vraiment au maximum de mettre en avant les produits locaux. Quand vous allez sortir de la propriété, vous avez du gibier sur la route. Donc faites attention, il y a des faisans, il y a des brocards, il y a des... On a vu des lapins, enfin il y a plein de petits trucs. Hein. Vous êtes là pour conduire tranquillement, pour profiter des paysages. Prenez votre temps pour partir. Il n'y a pas de départ, on part quand on veut. La Sologne est connue pour avoir des grandes lignes droites. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, il y en a. Ça permet de faire aérer les moteurs, de les dégourdir un petit peu. Mais il y a aussi des petites routes. On rentre dans des tunnels de forêt. Il y a un patrimoine exceptionnel en Sologne. C'est une des plus belles régions françaises. Une boucle de 150 km attend maintenant les participants du rallye des Toques de Sologne. Un itinéraire entre forêt, campagne et village de caractère pour le plus grand bonheur de ces pilotes de voitures anciennes et des Solognos. C'est joli ici, Maxime. Tu as vu, c'est mon petit jardin secret. Oh là là, c'est un endroit superbe hein, pour pêcher. L'étang de Valas. Et c'est un plan d'eau qui est complètement interdit de pêche, mis à part pour nous aujourd'hui. Ah bon, ok, on n'est pas en train d'enfreindre la loi, c'est rassure-moi. ça. Et quelques personnes privilégiées aussi, qui peuvent profiter chance. de ce lieu qui est assez magique. Et puis on va pêcher avec une méthode assez particulière. Voilà, je te présente ton matériel de pêche. C'est la pêche pépère là. Ah voilà, tu verras, on va se déplacer avec des palmes. Ouais. C'est une méthode hyper écolo. D'accord, on va être comme les canards. On va... Exactement, c'est ça. Ah, on s'équipe avec ça. Je vais te laisser la paire de bottes. Oh, on n'est pas à l'abri de passer un bon moment. Hein. Ah, écoute, je te le souhaite en tous les cas. Hein. Voilà, je vais te mettre les palmes. Oh, bah, je me laisse Ça faire, va, hein, mon prince. Ouais, c'est ça. Je fais ma Cendrillon. Je vais te porter. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive, Maxime? Alors attention, on peut rater le siège. Ok, très bien. Tu laisses bien au fond. Ok. Voilà. Tu vois, en termes de sécurité, déjà, si tu veux être un peu à l'aise, te rendre compte. Ah non, mais je suis très très bien. C'est les canards qui vont se moquer de moi. Hein. Les poissons aussi, je pense. Voilà. Bah, je tournerai que dans un sens. Celui-là. T'arrives à tourner du moment que tu tournes dans un sens, c'est bon. Ouais, voilà. Parfait. On va prendre plusieurs cannes, mais c'est surtout par rapport au type de leurre. Tu vas te mettre celle-là sur le côté comme j'ai mis les miennes. Avec le talon bien en avant, voilà. Le moulinet au milieu. Et tu les enfonces bien. Quelle bonne idée, mais quelle bonne idée. Oh, pêcher comme ça, c'est super parce qu'on va où on veut. T'as vu? Là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus techniques. Ok. Au début, là, on est en pleine eau, donc on va essayer d'imiter des poissons. Hein. Donc sur ta petite canne la plus fine, c'est celle-là. Celle-ci. Tu verras, au bout, en fait, si tu la prends, au bout, tu as un émerillon. C'est ce qui nous permet d'accrocher tous les leurres qu'on veut. Alors c'est encore quelque chose, il va falloir qu'on croise. Souvent, quand on se parle, tu croises même une jambe avec moi. Comme ça, on est sûr de rester ensemble. Voilà. Voilà. Très bien. Comme ça, tu me quittes plus.
Donc petit leurre, petite taille. On va essayer de chercher des perches ou des petits brochets. Pour petits poissons alors. Au début, autant se donner un maximum de chance, puis que tu comprennes bien les choses, canne légère. Et on a un petit poids au bout qui va te permettre effectivement de pouvoir laisser couler quand même. L'idée, c'est déjà de respecter ce qu'on va prendre, nos amis de jeu. Parce que déjà, on voudrait les remettre à l'eau. Tu vois, donc ça reste important. Donc, il ne faut surtout pas les blesser. Surtout pas les blesser. Et c'est pour ça que la pêche au leurre, c'est des pêches dites propres, parce qu'on va les piquer en bord de gueule. Donc maintenant, c'est devenu un véritable sport. C'est-à-dire qu'on va pratiquer pour la connaissance du milieu, la connaissance des espèces, et puis le plaisir aussi de pouvoir prendre ce qu'on s'imagine. Le côté imaginaire dans la pêche, il ne faut pas l'oublier. Ce côté enfantin, ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et là, dès que ça tombe à l'eau, tu fermes et tu moulines. Un, deux, Plus vite. trois. Et quand t'arrêtes, t'arrêtes. T'arrêtes, voilà. Arrête. Arrête. Tout est une histoire de rythme. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, Maxime, dans la pratique de la pêche? Ce que j'aime le plus dans la pêche, c'est bien sûr se retrouver en pleine nature quand même. Pouvoir être un peu loin de toute cette civilisation un peu folle de nos jours. T'es un peu ours, toi, non? Un petit peu. Ah, Mais bon, un peu ours, mais en recevant pas mal de gens quand même. Donc on reste ouvert. Puis en plus, là, ici, pour la pêche, c'est vraiment un environnement exceptionnel. Hein. Exactement. On est quand même dans un lieu à part. Moi, j'ai l'impression qu'on est souvent dans un petit Canada quand on est là, tu sais. Attention, j'en ai un. Regarde. Faire. Un petit coup sec. C'est en train de partir. Bah voilà. Regarde. Tu m'aides à l'attraper? Il y en a un. Ah bah bien sûr, mais alors tu le soulèves pas de l'eau. Qu'est-ce que c'est, là, à ton avis? Bah là, c'est un brochet. Un petit brochet? Ouais, cinquantaine de centimètres. Et voilà, dans les puisettes. Il est pas mal, mon brochet. Bravo. Salut, toi. Tu vois, 700 dents dans le C'est impressionnant, là, faut pas laisser le doigt. Hein. Tout aiguisé et pointu comme un rasoir. Une main en bas, une main au-dessus. Bien au niveau de la gueule. Voilà. Faut pas laisser les doigts, là. Non. C'est superbe, ça. La pêche au féminin, comme on appelle ça. Superbe. Pour le remettre à l'eau, tu lui tiens en dessous le ventre. Et lui tant dis que merci. lui ne part pas, tu ne le lâches pas. Le plus gros brochet que t'as attrapé, il faisait quelle taille? 1,14 m ici. Mais non. Regarde. Ça y est, il est reparti. Merci, petit poisson. Salut, brochet. T'en as un? Poisson. Hey! Oh, il est beau, dis donc. Poisson. Ah, bah, je suis contente, c'est chouette. Bah écoute, regarde, Oh, il est très beau aussi. c'est déjà sympa d'être venu nous voir. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Et voilà. Bon, content de ta journée? Ah ouais, moi j'ai adoré. Franchement, c'était très sympa. Bon, on n'a pas eu beaucoup de poissons, mais peu importe. C'est le moment qu'on a partagé ensemble qui était bien. C'est vrai, c'est ça. Ce que je peux te proposer, pour rester dans le poisson, j'ai un copain qui fait de l'élevage d'esturgeons. Et donc qui fabrique son caviar, le caviar de Sologne. Ça m'intéresse, ça. Salut Vincent. Bonjour Maxime. Comment tu vas? Bonjour. Enchanté. Enchanté, ravi de te rencontrer. Ah, je suis impressionnée par Je la vais faire taille. connaissance avec les esturgeons. Bah oui. Alors c'est vrai que l'existence du caviar en Sologne a éveillé ma curiosité. Depuis combien de temps on produit du caviar ici? Alors on produit du caviar depuis 11 ans exactement en Sologne. Par contre, on a des esturgeons depuis le début des années 90. Ça fait une petite trentaine d'années. Oui, parce que le caviar, ce sont les œufs d'esturgeon, enfin d'esturgeonne. Voilà, c'est le terme traditionnel pour désigner les œufs des esturgeons. On appelle ça le caviar. Donc là, elles sont pleines, hein, celles-ci. Voilà, celles-ci sont Ouais. pleines. Ça, c'est une espèce dont les origines remontent à plus de 200 millions d'années. Oh là là, c'est des magnifique. poissons qui sont cartilagineux osseux. Ce que vous voyez devant les yeux, là, ça s'appelle un rostre. C'est très dur, ça lui permet un petit peu d'attaquer le fond. C'est un D'accord. poisson qui va chercher à attraper des proies, des petits mollusques, des petits insectes. On voit sa bouche en dessous, là. Puis il a des barbillons devant, là, qui Ouais. lui permettent de détecter. Tous ces poissons-là fonctionnent beaucoup avec l'odorat. Et ça, donc, c'est le stade final. Et avant, il y a tout un tas d'étapes de vie
Je vous invite à les découvrir avec moi. Alors voilà le cadre de vie des esturgeons. Tu as vraiment voulu recréer l'écosystème naturel des poissons. Oui, on est vraiment dans des bassins naturels on là était ici. contraint, de toute façon, sinon ça se passe pas bien. Bien sûr, ça commence par la naissance. Alors la naissance, ça a lieu dans les petits laboratoires qu'il y a au centre de la pisciculture. Ils passent rapidement d'1 gramme à 10 grammes, 50, 100 grammes. En un cycle d'1 an, on arrive à avoir des poissons qui font entre 500 grammes et 1 kilo et qui, cette fois-là, sont hors prédation. Donc là, on peut les distribuer dans ces grands bassins. On est obligé d'attendre 3 ans pour pouvoir établir avec certitude, à l'aide d'un échographe, qu'on a affaire à un mâle ou une femelle. Okay. Et puis, à partir de l'âge de 7 ans, tous les mois de septembre, on cherche celle qui commence à être mature. Mais dis donc, mais quelle patience pour toi, éleveur d'esturgeons. Il faut que tu attendes donc 7 ans, 8 ans, voire plus, pour que tes poissons arrivent à maturité? Oui. Donc c'est un pari que tu fais en fait. Oui, c'est vrai que c'est plus long que toutes les autres espèces qu'on a élevées. En fait, l'interrogation qu'on avait majeure, c'était de savoir, issu de ce type d'élevage, quelle qualité de caviar on aurait, quoi. Moi, je te propose un truc, c'est qu'on va te donner notre avis sur la qualité de caviar, si tu veux. D'accord. Hein? Il y a pire comme chose à tester. Qu'est-ce que t'en penses? Vous allez vous risquer. Oh là là, c'est quand même un produit exceptionnel que je suis en train de servir. Un produit de luxe. Un produit qui reste assez cher, mais dont le prix a un petit peu baissé quand même Par exemple, ces dernières années. Il faut compter Alors combien là, on a une boîte de 50 grammes. Ça, tu peux trouver une boîte de cette qualité-là entre 80 et 120 euros la boîte. Alors là, tu peux prendre une petite gorgée de vodka, là, comme ça. Heureusement que je ne conduis pas. C'est pas du snaps, hein. Ça se fait doucement quand même. Voilà, tu la laisses s'évanouir dans ta bouche. Ouais. Et puis ensuite, tu glisses le caviar sur la langue. Sur la langue. Et tu l'écrases doucement, tu fais rouler sur ton palais. En fait, là, tu as toutes les flaveurs, si tu veux, du caviar qui commencent à s'exprimer. Donc là, tu as des notes assez beurrées, assez noissetées, un petit peu boisées. Bah bravo, tu as bien fait de te lancer dans le caviar. C'est une très très bonne idée. Ce caviar de Sologne est excellent. Et puis en plus, un caviar français, 100% Sologno. 100% Sologno, et la Sologne est au cœur de la France. Et là, on est au cœur de la Sologne. Exactement. Bonjour, votre justificatif s'il vous plaît. C'est bon, vous avancez tout droit, vous suivez là-bas. Allez-y, avancez. Tous les 1er mai depuis 24 ans, il est un endroit de Sologne qui se réveille dans une grande effervescence. Il est à peine 5 h du matin et c'est déjà l'embouteillage devant le prestigieux château de Chambord. Ici se déroule aujourd'hui l'une des plus grandes brocantes de France. Entre 5 et 6 heures du matin, c'est vraiment l'affluence et tout le monde arrive en même temps. Ils sont prêts à déballer, ils vont commencer avec les petites lumières à chiner dans les voitures des uns et des autres. Et donc c'est un peu chaud. Sur plus de 1000 demandes d'exposants, seulement 500 heureux élus. Les places sont réservées 6 mois à l'avance. La brocante de Chambord, ça ne se rate pas. C'est déjà un privilège de pouvoir déballer en face le château. Et en plus, c'est pour moi, qui suis professionnel depuis plus de 30 ans, c'est la plus belle de la région centre, la plus belle foire de la région centre dans l'année. Les vendeurs n'ont pas fini de déballer leurs marchandises, mais les premiers acheteurs sont déjà là. Les premières affaires, et souvent les plus belles, se font dans ce balai de lampe torche avant le lever du jour. Bonjour. C'est combien la plaque? 40. 30, ça va? 35? 35. Vendu. C'est là qu'on fait les meilleures affaires. Voilà, je suis marchand, donc c'est maintenant qu'il faut bosser et pas dans 5 heures. Dans 5 heures, c'est mort. La plupart des exposants sont arrivés la veille au soir pour profiter de ce grand camping improvisé devant le château de Chambord. Des instants inoubliables. C'est magnifique, c'est le rêve ici, c'est un bonheur. Hier, j'ai envoyé des messages autour de moi en disant que on était heureux comme tout. On fait la brocante, mais c'est surtout pour vivre un moment pareil. C'est unique quand même. Et puis il y a des Belges d'arrivée, alors ça va être un peu festif. C'est ça, ça doit être convivial une brocante. 11 h, les visiteurs se pressent dans les allées du château.
Ils seront 30 000 aujourd'hui. Franck est l'un des responsables de l'organisation. Il entame lui aussi un petit marathon. Il faut contrôler tous les stands. Voilà, vous avez un stand de là jusqu'à là-bas. C'est le monsieur qui a le papier de là jusqu'au trait. D'accord, ça a été mes traits. Oui, ils l'ont maîtrisé ce matin. Ok, d'accord. Il y a 15 mètres. Entendu. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée. Merci, vous aussi, bon courage. On fait le tour de tous les stands. On vérifie que le métrage corresponde, que les objets exposés correspondent à ce qui a été prévu et à ce qu'on souhaite sur la brocante. On veut des objets de qualité, on veut des objets qui correspondent vraiment à de la brocante, de haut niveau. On veut vraiment des choses anciennes. La réputation de la brocante de Chambord vient en grande partie de la qualité des objets exposés. Plaisir des yeux pour les amateurs, la tentation est partout. C'est beau à voir, j'aime toucher, voilà, c'est agréable, c'est un bon temps, c'est du bon temps, quoi, voilà. Oui, voilà, c'est vieux cuir là qu'on peut, voilà, c'est comment c'est fait, c'est que de l'émotion. Des fois, il y a même des frissons parce que c'est des souvenirs qui reviennent, voilà, des grands-parents, de la famille, des amis. Un objet que quelqu'un qu'on aimait beaucoup avait, et évidemment, c'est de l'émotion, et c'est de la bonne émotion. C'est des vieilles affiches anciennes sur les végétaux, donc des années 50-60, donc on est content. On a trouvé notre bonheur. Voilà. Du côté des buvettes, c'est aussi une très longue journée. Au total, une centaine de bénévoles participent à l'événement. Entre deux buvettes, on va passer 1,5 tonne de frites. Il y a du monde qui arrive de partout, et voilà. Donc, ah oui, c'est le succès. Et, ouais, depuis 24 ans, c'est le succès. Alors donc, on espère que ça va continuer encore quelques années. Ce soir, chineurs et brocanteurs repartiront et le château de Chambord retrouvera toute sa sérénité jusqu'à l'année prochaine. Bonjour, jolie princesse. Et joli cheval. Et magnifique. Bonjour. Ce cheval. Bonjour. Je peux le caresser? Bien sûr. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Alors, pardon, je dis jolie princesse, mais tu es peut-être une reine? Marguerite d'Autriche. D'accord. Et dans le civil? Sur le carrousel, Christelle Sanavra. Voilà, un cheval habitué au spectacle, car je sens que quelque chose se prépare là, ici à Chambord. Bah oui, là, ça va pas tarder d'être l'heure du spectacle. Ouais. Donc on chauffe les chevaux, on va se chauffer après. Ouais. On se prépare, quoi. Et le spectacle commence. Voilà. Bon, la boucle est un peu bouclée pour moi, parce que figure-toi que j'ai commencé mon voyage ici, en Sologne, à Chambord, et je le termine avec ce magnifique décor. En plus, je vais pouvoir assister à un spectacle, donc tout est parfait. Je peux te suivre? Carrément, je vais t'emmener à Fredo, et comme ça, tu pourras en savoir plus sur le spectacle. Très bien. Allez, on essaye d'avancer un petit peu plus vite. On est parti, je me mets derrière, on bouge. Allez, un petit peu sur les appuis, prenez le temps, inspirez. Soufflez, on est reparti. Je bloque la position et je reviens tout doucement et je souffle, je monte. Ok? Ramenez verrouillé. Buste toujours droit. Parfait, on relâche un petit peu, on récupère quelques secondes. Qui fait la chute de hauteur aujourd'hui? Toi, Creux? Oui. Pense que tu es dans le jeu et que la dernière fois, tu as tourné... Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Qui fait le cuistot aujourd'hui? Thomas. Toi, Thomas? Bonjour, bonjour, je vous dérange Sophie. pas? Bonjour, bah oui, c'est une jolie écuyère qui m'envoie. Fredo, c'est toi? Fredo, c'est moi. Bonjour voilà. Fredo, bonjour tout le monde. Bonjour tout le Une monde. jolie écuyère qui t'envoie, ça doit être Christelle, je pense. Ah bon. oui, avec un cheval absolument magnifique, avec une très belle crinière. On essaie d'avoir des beaux chevaux avec un très beau visuel. Ouais. Habitué au spectacle, parce que c'est de ça qu'il s'agit là aujourd'hui, vraiment du spectacle de Chambord. Ouais. Forcément, François Ier est à l'honneur là dans le spectacle? Bien entendu, on a beaucoup de chance de travailler dans ce décor, évidemment. Et le cahier des charges pour nous, c'était de monter un spectacle qui soit historiquement
très correcte. Ça, c'était vraiment très important. Et en même temps, qu'on fasse un spectacle vivant, visuel, avec chevaux, rapaces. On a incorporé de la comédie. On a voulu que ça soit un spectacle en même temps d'action, mais pas simplement. Et on est la plus grosse école européenne de cascade physique et équestre. Du coup, toutes nos formations viennent faire leurs armes un peu à Chambord avec les pros et voilà. C'est et prestigieux de jouer ici à Chambord. Recule plus ton corps, creux. En fait, tout ça, Fredo, c'est une chorégraphie, en fait. Ah mais complètement. C'est vraiment très chorégraphié, très étudié. Ouais. Voilà. Ça va? Mais il ne l'aime pas Ah bon? Le truc, si tu veux, quand tu tapes avec le plat du pied, le coup, il est téléphoné. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a durci, il a gainé ses abdos. Bon, là, il va vomir. Viens voir avec moi, toi. Viens voir. Ça, tu me dis, Tu me dis... Ah ouais, dis donc, ça marche. Ouais, ça marche, ouais. Viens, on joue à bagarre. J'ai le droit de rendre les couches. On tape pas les filles, on a dit. On tape pas les filles. Tu vois. Exactement. Le retour de la bataille de Pavie où on essaie de mettre des trucs un peu spectaculaires dedans et tu vois, il y a un cheval qui va arriver avec un mort dessus, il va tomber et tu vas voir, il y a un vol de vautours, c'est assez... ça plaît en tout cas aux gens. Chambord a eu le plaisir de vous présenter François Ier, le roi chevalier. Un spectacle de Frédéric Salabra. Bravo. Comment ça va? Ça va? Tu peux On est calmé. Vous êtes bien défoulés, là, c'est bon. On a tout lâché, là, on est calmé. Très beau spectacle, hein. Merci. Tout s'est bien passé en plus. Très bien. Ah ouais, c'était vraiment parfait. On sent que vous prenez beaucoup de plaisir, tout ça. Ça se C'est sent. essentiel à ce métier. Merci en tout cas de m'avoir permis de vivre ça côté coulisses avec vous. Franchement, je termine ce voyage en beauté avec ce très beau spectacle à voir à Chambord. Merci à toi, Sophie. C'est un plaisir.